Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est une émission très particulière parce que nous allons ensemble préparer une surprise. Dimanche prochain, nous fêtons la fête des mères. Alors, je vais recevoir 3 mères exceptionnelles qui, par amour pour leur enfant, ont mené un véritable combat. Elles pensent venir seules dans cette émission pour témoigner de cette relation unique. Ce qu'elles ignorent, c'est que leurs filles sont bien là, cachées dans la maison juste en haut. J'ai préparé l'émission avec elles. Elles sont mes complices et elles sont venues pour rendre hommage à leur maman que je vais accueillir immédiatement. Cet après-midi, nous recevons 3 invités un peu spéciales. 3 mères de famille qui se sont données corps et âme pour leurs enfants. Des enfants qui vont profiter de notre émission pour leur faire aujourd'hui de belles surprises. Ma maman, elle m'a vraiment dédié sa vie jusqu'au bout. À 34 ans, Liliane s'est retrouvée seule enceinte de sa fille Aurélie. Toute sa vie, Liliane travaillera pour que son enfant ne manque de rien, quitte à en oublier sa vie sentimentale. Je t'avais dit, de toute façon, si tu refais ta vie, tu m'aimeras plus. Et je regrette au jour d'aujourd'hui de ne pas lui avoir laissé le choix. Christine a appris à 25 ans qu'elle était stérile. Elle choisit alors d'adopter 2 petites filles d'Amérique du Sud. Christine les élèvera avec beaucoup d'amour et aidera Marie, la plus jeune, à rencontrer sa mère biologique. Je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. C'est incroyable, il y a ma mère qui rencontre ma mère biologique. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai de la chance. J'ai pu connaître mes origines et ça, c'est super. Cynthia, la fille de Fabienne, est atteinte d'une maladie qui détruit ses reins depuis sa toute petite enfance. Pour sauver sa fille, Fabienne ira jusqu'à lui donner une partie d'elle-même. Juste avant mon opération, en fait, je me souviens de ma maman qui part en chaise roulante. Et là, je commence à hurler et d'un coup, je m'endors. J'ai réalisé sur le tard ce don qu'elle m'a fait. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Merci à toutes les 3 d'être là. Vous ne connaissez pas et vous d'ailleurs, vous ne savez même pas finalement pour quelles raisons les autres mamans sont là. Hein. Non, Confirmé. absolument. Bon, on va parler, vous l'avez compris aujourd'hui, de ces relations mère-fille. Moi, je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé les entendre parler de vous, mais elles n'ont pas pu être là, c'est ça ? Et oui, ma fille, elle vit à Londres, elle travaille à Londres, et elle est assistante maternelle, et malheureusement, sa directrice ne l'a pas autorisée à prendre un jour de congé. D'accord. Et dans votre cas ? Et ma fille, moi, était malade ce matin à l'hôtel après le petit déjeuner, donc elle n'a pas pu venir. Et pour vous ? Oui, c'est vrai, Marie a 2 enfants, dont un petit garçon aîné qui est adorable, un peu hyperactif et qui est en traitement. Et donc, il ne fallait pas que sa mère le laisse pour le moment. Voilà, donc... D'accord. Donc, moi, je suis frustré de ne pas avoir évidemment leur point de vue. J'aurais qu'un seul point de vue. Oui. Vous serez frustré. Et ce que je suis obligé de vous dire, c'est qu'en fait, elles vous ont menti et je vous ai menti et tout le monde vous a menti. Ah bon ? Ouais. Parce qu'en fait, c'était pas possible de faire l'émission sans elles. Oui. Donc, en fait, elles sont là. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, merci d'être là. Je vais embrasser vos mamans. Ma fille. Tu vas pas t'aimer, toi. Donc, vous confirmez que la surprise a marché ? Oui, je confirme. Attendez, je veux les réactions des mamans. Je veux savoir si elles se doutaient de rien. Donc, Liliane. Ça alors ? Ah non, je ne me doutais de rien. Moi, j'étais très inquiète de savoir ce qu'elle devenait. Vous avez fait croire que vous aviez mal au ventre. C'est ça. Donc, c'est une vraie surprise. Ah bah oui, j'ai eu. C'est sûr. Malade, en fait. Parce qu'en plus, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Depuis décembre. Ouais, depuis décembre, ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez inventé comme bobard ? Bah, la directrice. Ma directrice n'a pas voulu que je prenne mon jour de congé, sachant qu'on revient tout juste de vacances. Ça bien donc, toi. Excusez-moi. Bah non, je C'est l'émotion. vous explique. Et donc, dans votre cas, qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que c'est une on vraie était surprise. ensemble hier soir. Et qu'est-ce Elle qu'elle m'a a raconté ? téléphoné pour demander si on était bien hier soir, qu'elle pensait bien à nous. Mais c'était vrai. Ah, je pensais bien à vous. Alors que vous étiez déjà sur Paris ? Oui, oui, en fait, on les a mis dans le train et puis on est parti quelques temps après avec mon mari en disant que on ne pouvait pas, on avait déjà tout calé avec mon ami pour partir ensuite en voyage. Vous êtes senti un peu coupable de mentir, j'espère. Un petit peu, mais pas trop longtemps. Enfin, ça valait le coup. Je vois que vous êtes tout de suite, vous avez retrouvé des positions. Le lien s'est recréé dans la Oui, semaine. oui, oui. En ce qui vous concerne. Alors, on va raconter vos histoires. Vous avez compris que ça nous intéresse effectivement d'avoir les 2 points de vue finalement de cette relation mère-fille. Donc, merci d'avoir joué le jeu de la surprise. Ouais, ouais. Moi, j'étais un peu mal à l'aise de mentir pendant quelques minutes, mais je vois le résultat. Donc, ça me va bien. Alors,
Pourquoi c'est important de venir, Marie, aujourd'hui? Pour moi, c'était une évidence de rendre hommage à ma mère, parce que le parcours qu'on a vécu, toutes les histoires d'adoption ne sont pas simples. Et pour moi, je voulais vraiment lui rendre hommage pour lui dire qu'elle a été exceptionnelle, qu'elle est exceptionnelle et que... Et c'est vrai que ce qu'elle a fait, le fait d'aller chercher, alors vous étiez jeune adulte, hein, votre maman biologique, alors qu'on sait que tous les enfants adoptifs rêvent de comprendre ce qui s'est passé. C'est ça. Du coup, on verra des images exceptionnelles de ces retrouvailles. Ça, c'est quelque chose d'unique. Oui, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas d'ailleurs, qui pensent que par le fait que je pensais à mes origines, que c'était une espèce de trahison envers mes parents, alors que pas du tout. Pour nous, c'était vraiment une histoire qui s'est enchaînée, le fait de boucler une boucle. J'ai pu connaître mes origines et ça, c'est super. Cynthia, pourquoi rendre hommage à votre maman? Comme ce que disait Marie, je pense que j'ai voulu profiter de l'occasion pour remercier ma maman de ce don qu'elle a fait il y a une dizaine Quand d'années. vous aviez 6 ans, Voilà. et sauf que 6 ans, vous étiez petite, mais vous vous rappelez de tout. Oui. Et c'est un jour important. Ce sont vos mots d'aujourd'hui ou déjà petite vous réalisiez finalement? Non, alors j'ai réalisé sur le tard ce don qu'elle m'a fait. Et voulant devenir moi-même une maman plus tard, c'est là où j'ai commencé à réaliser. Aurélie, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce qu'au fond, cette relation fusionnelle, elle est exceptionnelle. Oui, dans le sens où ma maman, elle m'a vraiment dédié sa vie jusqu'au bout. Et elle nous l'a dédié encore, elle l'a dédié aussi à ma famille parce qu'elle est présente pour mes enfants, pour mon mari, pour moi. Et aussi parce qu'elle a eu un courage énorme de réussir à m'élever comme elle m'a élevée. Et grâce à elle, j'ai réussi à construire ma famille malgré tout. Et voilà. C'est la sensation qu'elle vous a consacré son existence. Ah oui, elle m'a consacré son existence. Et du coup, voilà, c'est important que je puisse lui rendre hommage aujourd'hui. Et on va raconter votre histoire si particulière, parce qu'effectivement, c'est fusionnel, on l'a dit, c'est assumé des deux côtés. Vous êtes débrouillés pour vivre finalement jamais très loin. voilà, c'est ça. On peut le dire comme ça. On va en parler dans un instant. Christine, si on fait un petit flashback pour arriver à aujourd'hui, à toutes ces émotions, au fond, vous mariez à 24 ans, c'est ça? Oui. Mhm. Vous avez des projets d'enfants à ce moment-là? Oui, c'était évident que on se mariait, qu'on devait avoir des enfants. Alors on essaye d'avoir des enfants assez vite, on avait 24 ans, et on commence à se douter, 2-3 ans, ça venait pas. Donc alors j'ai eu les traitements, des traitements après hormonaux qui ont été, je pense, c'était pas très bien dosé à l'époque, et j'ai beaucoup maigri, j'ai fait une dépression qui n'était pas du tout dans mon tempérament. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un jour en vacances en Corse, alors j'étais dans un état lamentable, j'avais beaucoup maigri, et ma belle-sœur me dit « Mais pourquoi tu ne penses pas à l'adoption ?» Et là, le chemin a commencé, j'ai réalisé que je pouvais aussi être mère d'une autre manière. Et alors là, mon mari me dit « Mais on t'en avait déjà parlé », et je ne l'avais pas entendu. Je l'ai entendu à ce moment-là en m'identifiant probablement à cette maman. Et quand on est rentré, on a commencé les démarches. Alors, on s'est aperçu que ce n'était pas très facile. Mais bon, à l'époque, on a très vite dit qu'on voulait une adoption éthique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas de trafic. Donc, on est très vite rentré dans une association humanitaire qui, en même temps, sur place, proposait des enfants qui étaient vraiment adoptables. Et donc, dans ce cas-là, on vous dit, on s'inscrit, on est reçu par des couples qui ont déjà des enfants, et on rentre dans l'identification. Un jour, nous aussi, on sera parents. Et alors, avant Marie, on a été parents d'une petite fille qui est arrivée à 3 ans et demi et qui avait probablement eu des souffrances. Donc, son arrivée a été un petit peu plus compliquée. Elle venait d'Équateur? Voilà, qui venait d'Équateur. Vous vous rappelez de son arrivée à l'aéroport? Voilà, c'est extraordinaire. On est dans une bulle. On pourrait être ici ou dans la rue. Au premier regard, c'est votre enfant. D'autant plus que cette petite fille avait été préparée et tout de suite venue dans mes bras, m'a appelée Mamita. Et alors après, la suite était un peu plus folklorique pour l'adaptation. À savoir, elle ne voulait pas se déshabiller le soir pendant 8 jours, donc il fallait dormir avec les chaussures. Elle mangeait tout ce qu'il y avait sur la table, mais en même temps avec quelque chose de fusionnel très rapide. Et 2 ans plus tard, c'est la veille de Noël.
Voilà, c'est la veille de Noël. Cet enfant rentre dans votre Voilà. vie. Au mois d'octobre, elle est née le 2 octobre. Le 5 ou 6 octobre, l'association nous téléphone. Il y a une petite fille qui vient de naître. Sa maman l'abandonne, ne peut pas la garder, veut la confier très vite en adoption. Et alors, on n'a pas réfléchi. On vous dit qu'elle est en bonne santé. Je pense qu'il n'y avait pas, c'est tout. Et on a dit oui. Alors, le 23 décembre, on est allé chercher Marie. Alors, c'était un cadeau extraordinaire. L'hôtesse, dans l'aéroport, vous la remet dans les bras et elle disparaît. Donc ça, moi, je trouve que c'était extraordinaire parce que là, c'est votre fille, puis débrouillez-vous avec. Hein. Marie, vous avez toujours connu votre histoire. Oui. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que vous vous souvenez, au fond, il n'y avait pas eu de mystère sur votre histoire. Jamais. Jamais. Je ne peux pas me rappeler d'un jour en particulier où on m'aurait dit t'as été adoptée. En même temps, physiquement, ça se voit un petit peu, on se ressemble pas Mais beaucoup. vous vous rappelez poser des questions, enfant? En fait, je sais que j'ai eu une anecdote qui montre que je savais, mais que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce qu'un jour, on était partis avec mes parents, on avait fait une virée, on avait été choyés, on avait eu plein de cadeaux. Et puis, on sort d'un magasin avec des paquets. Et ma mère qui me dit hey, les filles, vous avez été gâtées aujourd'hui. Et je lui ai répondu, je lui ai dit mais c'est normal maman, je suis une gâtée maltèque. Parce que je suis du Guatemala, donc je suis une gâtée maltèque. Donc je savais, mais je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. C'est Vous aimiez plus tard. beaucoup Pocahontas. Oui, encore maintenant. Pourquoi à l'époque? Parce que pour moi, j'étais elle, c'était son histoire. Des fois, je me disais peut-être que je suis une princesse Maya quelque part. Je viens d'un truc super mystique, etc. Donc oui, je m'amusais à rêver à ça et puis d'autres dessins animés aussi. Alors, à quel moment? C'est à l'adolescence que vous mettez à penser à cette maman biologique? J'en prends plus conscience parce qu'au collège ou en école primaire, on commence à savoir « Ah, moi je ressemble à mon papa, moi je ressemble à ma maman, donc forcément, moi je lui ressemble pas ». Et du coup, on commence à se poser un peu des questions. Et puis en fait, ça revenait. Mon adoption, ça m'a toujours suivie, c'est-à-dire qu'il y a des moments j'y pensais plus, des moments j'y pensais beaucoup moins. Et alors, on y pense plus dans des moments agréables ou désagréables? Les deux, je dirais les deux. Bah oui, parce que quand on a des mauvaises notes à l'école, on se dit oh non, c'est pas possible. En plus, si ma mère biologique me voyait, elle serait pas fière de moi. Et puis au contraire, quand ça se passe bien, des fois on dit ah tiens, si elle me voyait, peut-être qu'elle serait fière de moi quand même. Donc c'est intéressant parce qu'au fond, en tant qu'enfant, vous avez envie que vos parents qui prennent soin de vous soient fiers de vous, mais c'est une double pression. Oui, c'est ça, que vous double mettez. pression. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Oui, c'est ça. Alors, on va voir comment vous avez rencontré cette maman biologique à l'âge de 27 ans, comment vos parents sont artisans de tout ça, et on verra des images exceptionnelles de ces retrouvailles, et vous nous direz effectivement ce que vous ressentez, finalement, parce que vous avez des super parents. Exceptionnel, c'est bien pour ça que je suis là. On a compris. Cynthia, dans votre petite enfance, finalement on dit qu'on a des souvenirs à partir de 3 ans, vous avez le souvenir de problèmes de santé que vous avez? Ça vient comment? Les premières images, c'est quoi? Alors, je me rappelle surtout, bien évidemment, je ne me rappelle pas de quand je suis tombée malade à l'âge d'1 an, mais j'ai des flashs de ma dialyse, donc péritonéale, qui se passait à la maison. Je me rappelle de la maison, je me rappelle de la chambre, comment elle était agencée dans la maison. Elle était juste en face de la chambre de mes parents. Je me souviens de ma poche, donc j'étais reliée à une poche la journée et le soir, je devais être branchée à la machine. Et donc j'étais reliée à une machine le soir, donc mes parents s'en occupaient. Et surtout l'alarme. Et l'alarme aussi, La nuit. La nuit. Quand elle se retournait. Oui, cette alarme qui faisait un bip, bip, bip constant. Et d'ailleurs, je dors très bien aujourd'hui. Le bruit ambiant ne me dérange absolument pas. Et je me rappelle de mon grand frère donc, qui vivait avec nous à l'époque aux États-Unis. Et en fait, je les voyais regarder la télévision tous les trois ensemble, alors que moi, j'étais reliée à une machine et je pouvais bien évidemment aller nulle part. Donc ça, ce sont vos souvenirs d'enfant. D'enfant. Vous nous direz à quel moment vous avez compris ce que vous aviez, Oui. mais du point de vue de la maman. Donc votre petite-fille va vivre quoi finalement? C'est à l'âge d'1 an, c'est ça?
Oui, en fait, à l'âge d'1 an, elle est née parfaitement bien, elle n'avait pas de problème de santé. Et puis, elle a eu une gastro, et une gastro qui s'est prolongée. Donc c'était un peu inquiétant, et on lui a donné des antibiotiques pour ses gastro parce qu'elle avait en fait un virus. Et puis, elle était allergique aux antibiotiques, chose qu'on ne savait absolument pas. Et donc, j'étais en permanence en contact avec, bien évidemment, les médecins, en tous les cas son pédiatre. Je lui ai dit, mais si jamais il y a quelque chose de grave, donc j'avais bien ressenti, s'il y a quelque chose de grave, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène où? Et il m'a dit, vous allez à Draguignan. Et là, je m'en suis arrêtée toute ma vie, parce qu'il me dit, vous allez voir le docteur Citruc. Donc, j'ai dit, OK, très bien. Et bien évidemment, c'est toujours un dimanche que ça arrive. Hein. Bon. Donc, elle se réveille, et en général, le matin, elle se réveillait... pas très tôt, hein. C'était une dormeuse le matin. D'ailleurs, elle est restée dormeuse. Elle avait 1 an. Voilà, elle est restée dormeuse. Et là, elle se réveille très tôt, vers 6h du matin, et puis je vais la voir. Un bébé, elle est encore avec ses couches, elle n'était pas encore propre la nuit, en tous les cas. Et là, rien dans la couche. Et là, vraiment, inquiétude, là. Là, j'appelle son père et je lui dis, écoute, là, il y a un problème, elle n'a pas uriné de la nuit, c'est grave. Et là, je suis arrivée aux urgences et j'ai dit au médecin, écoutez, je ne sens pas les choses, vous prenez tout de suite, je veux voir le professeur Citruc. Et là, ils me répondent, eh ben non, aujourd'hui, il n'est pas là. Je dis, ben, c'est pas grave, vous prenez ma fille aux urgences parce que je pense, sonder, parce que je pense qu'elle n'a pas uriné de la nuit, je pense qu'elle est en train de s'empoisonner. Donc c'est votre intuition. Oui. Donc après, ils ont regardé, ils ont vu qu'elle s'empoisonnait. On est parti très très vite en ambulance à Nice. Et donc voilà, aux urgences, donc en réanimation. Parce que même si elle était en train de s'empoisonner, elle était encore en train de sourire et elle était bien. Donc ok, d'accord. Donc elle arrive en réa. Et là, entre-temps, j'appelle un ami qui dirigeait des cliniques sur la Côte d'Azur et je lui dis, écoute, voilà ce qui m'arrive, Alain. Et il me dit, tu ne peux rien faire, elle est en réanimation, tu ne peux pas rentrer. Donc je viens te chercher parce que figure-toi, ce soir, je dîne avec celui qui dirige le service, justement, où est ta fille, néphrologue. Donc je vais chez ce professeur en néphrologie qui me reçoit en plein dîner dans son bureau. Et là, il me dit, bah, écoutez, ça c'est un CHU. Alors, c'est un syndrome hémolytique urinique. Donc, en fait, il y a eu plusieurs cas en France. Donc, c'est un virus qui a atteint ses reins. Et donc, vers 4-5 ans, elle aura une dialyse, parce que ses reins, ils ne vont pas tenir. Puis après, on pourra la greffer vers 6 ans. Donc, voilà. Donc, dans la soirée, j'ai su que ma fille, elle est forcément, à un moment donné, greffée. Alors, ce quotidien, vous pouvez nous le décrire avant l'âge de 6 ans? Alors, bon, donc les reins sont repartis 15 jours après, donc ils refonctionnaient à nouveau. Donc, elle allait à peu près bien, elle avait quelques médicaments. Et puis après, elle avait un régime sans sel, donc ça depuis le départ. Et puis, entre-temps, on est parti aux États-Unis, à l'âge de 2 ans et demi, et on savait qu'elle serait greffée là-bas. Et donc, c'était quand même plus facile aux États-Unis parce qu'il y avait des magasins avec des produits sans sel et ça n'existait pas trop encore en France à l'époque. Mais elle était un peu frustrée quand même parce que la vie quotidienne, vous êtes petit, vous avez des anniversaires, des goûters. Donc, elle était invitée, mais elle ne pouvait pas y aller parce que j'avais trop peur qu'elle mange une pizza ou n'importe quoi et c'était vraiment pas bon pour elle. Donc, elle a eu quand même une vie un petit peu frustrante quand elle était petite. C'est vrai que vous habitez aux États-Unis à ce moment-là. Vous vous rappelez des frustrations d'enfant? Oui, je m'en rappelle et en même temps, j'ai pas tellement l'impression que j'étais aussi frustrée que ça. Donc, mais vous saviez que les autres se baignaient à la mer, par exemple? Voilà, c'était plutôt... Voilà, donc c'était frustrant parce que j'avais le droit de me baigner qu'une quinzaine de minutes et moi qui adorais l'eau, voilà, c'était devenu un peu frustrant. On sait comment sont les enfants. Beaucoup de séjours à l'hôpital? Pas mal de séjours à l'hôpital, mais j'étais plutôt heureuse d'y aller parce que je loupais l'école. Donc, Pas pour les piqûres, hein? Non, bon, les piqûres un peu moins. Aurélie, donc, quels sont les souvenirs d'enfance que vous avez? Au fond, cette relation fusionnelle dont on parle aujourd'hui, à quel moment elle vous apparaît? En fait, donc mon père, 3 semaines avant que ma maman accouche, donc vraiment peu de temps avant le terme, en fait, lui a dit, écoute, je te quitte, je ne l'élèverai pas avec toi, je ne la reconnaîtrai pas, et je m'en vais. Et je veux plus entendre parler de vous. Donc pour elle, déjà, je me doute que ça a été quelque chose de difficile. Et du coup, voilà, donc j'ai l'image d'une maman qui a fait le rôle des deux et qui a assumé ça vraiment du mieux qu'elle a pu. Et en fait, déjà à l'école, l'après-midi, on avait des espèces de dortoirs en fait en maternelle pour faire la sieste.
Et il était hors de question que je m'endorme. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais pas avec ma maman. Et que sortie de mon contexte avec elle, au final, voilà, je me sentais perdue et j'avais peur justement, peur de l'abandon. Ce que je vivais en fait, en gros, vu que j'ai pas eu mon père avec moi et avec nous. Alors, Voilà. de 2 à 6 ans, vous dormez ensemble? Oui. Vous vous en rappelez? Ah oui, on dort ensemble et puis on a une position bien précise en fait. Il fallait que j'ai le bras de ma maman sous ma tête pour m'endormir. J'avais peur de me retrouver toute seule dans ma chambre. Pourtant, elle était pas loin de celle de ma maman. Il est hors de question que je m'endorme sans elle. Et Vous vous rappelez de la première nuit sans elle? ah oui, je me rappelle, oui, comme si c'était hier. J'ai 6 ans. Ma tante propose à maman de m'emmener au cirque avec mon cousin. Donc j'accepte d'aller au cirque. Et puis le soir, au moment, elle habitait, il y avait pas mal de montagnes. Donc du coup, voilà, ma tante n'a pas voulu redescendre ni que ma maman vienne me chercher. Donc elle me dit, tu vas dormir là. Et je me revois sur son canapé, couverte, et je me suis mise à pleurer parce que j'avais pas ma maman. Et donc du coup, ma tante m'a dit, mais calme-toi. Et il n'y avait pas moyen de me calmer. Donc au final, elle a fini par appeler ma maman, il devait être plus de minuit, pour qu'elle vienne me chercher de façon à ce que je puisse la retrouver. Et Liliane, est-ce que c'est vrai qu'à 6 ans, elle formule et elle vous dit « j'ai pas envie que tu fasses ta vie, je veux que tu sois là que pour moi ». Non, elle m'a pas formulé ça comme ça. Je travaillais, j'avais une vie normale. Et j'aurais eu l'occasion de refaire ma vie peut-être. Mais le téléphone sonnait, elle raccrochait. Voilà. Voilà, pour un collègue de boulot Ouais. qui appelait. Voilà, j'avais tellement peur, je t'avais dit, de toute façon, si tu refais ta vie, tu m'aimeras plus. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est et vrai. du coup, C'est pas rien. ça, j'avais peur de l'abandon, qu'elle fasse comme lui avait fait, en fait. Voilà. Et donc elle vous a écouté? Elle m'a écoutée. Et Voilà. vous regrettez qu'elle vous écoute? Ah oui, je regrette de pas, entre guillemets, de pas lui avoir laissé le choix. Voilà. Bon, vous diriez ça, Liliane? Ou c'est votre choix, finalement? Oh, c'est un petit peu mon choix, hein. Aucun regret. C'est important pour elle de l'entendre, parce que comme elle a l'impression que vous l'avez écoutée. Ah oui. Alors, Marie, on a raconté comment vous avez été adoptée et comment, finalement, dans l'adolescence, quand ça vous arrange, de temps en temps, vous pensez à cette maman biologique. C'est ça. Et puis, à 27 ans, il va y avoir un déclic. Alors en fait, je me suis mariée à cette époque, en août 2009. Et forcément, mes parents, déjà, lui avaient fait un hommage à l'église. Donc forcément, j'étais émue, j'étais en larmes, etc. C'est qu'en fait, ce que j'avais dit, parce que ça va se passer, j'avais fait, vous savez, un moment, il y a une prière universelle, et j'avais dit pour cette mère qui a fait ce don absolument impensable de donner sa fille, qu'elle soit apaisée, parce que Marie était superbe, heureuse. Ça a dû me... Voilà, à ce moment-là, ça m'a remis... forcément, j'y repensais, c'était un moment fort de ma vie, mon mariage. Et puis, mon mari a trouvé du travail en Savoie, donc on a déménagé à Laravoir, où on habite encore actuellement. Et moi, j'ai suivi, je n'avais pas encore de travail, de première expérience, donc je me suis dit, faire des CV, des lettres de motivation, recevoir de refus toute la journée, c'est pas très heureux, donc je vais peut-être faire autre chose en même temps, voir si je peux m'investir dans une association. Donc déjà, aller regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la région. Et là, je vois une association où il y a des adoptés qui sont devenus adultes qui témoignent de leur histoire. Donc je me dis, chouette, c'est à côté de la maison, hop, j'y vais. Et je rencontre Julia qui commence à parler et qui dit voilà, je suis adoptée, je suis née au Guatemala. Alors déjà, je n'avais jamais rencontré d'autres adoptés du Guatemala, donc le même pays, ça fait tilt. Je me dis waouh. En plus, elle a 1 an de plus que moi et elle vient du même orphelinat que moi. Et elle commence à parler et là, je me dis mais ce qu'elle raconte, c'est moi. Elle disait par exemple, oui, moi quand je pensais au Guatemala, je pensais que les habits étaient qu'en tenue traditionnelle, pas du tout. Donc moi j'avais forcément le même cliché. Mes parents, ils me faisaient regarder des témoignages, des reportages à la télé. J'avais pas forcément envie, la même, classique. C'est-à-dire? Ah on en a mangé des émissions sur... Et qu'il y avait des émissions sur l'adoption. Ah voilà, c'était allez Marie, Marie, Et elle c'est vient. intéressant parce qu'on peut comprendre votre point de vue.
prévu. C'est-à-dire que vous avez envie, C'est ça qui est- vous avez envie de ne rien lui cacher et que si ça doit réveiller des Voilà. choses, etc., autant y aller. Et vous, c'est pas le moment Eh forcément. ben, bon, bah d'accord, on va la regarder ton émission, mais puis ils nous ont offert des livres sur le Guatemala. Je les ai jamais ouverts, donc c'était super sympa, voilà. Mais par contre, ce qui était bien, c'est qu'une fois qu'on voyait les émissions, bah, ça donnait l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, à Des ce moment-là, émissions. qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Deux choses. La première, c'est est-ce que je lui ressemble? Est-ce que je ressemble à ma mère biologique? Et la- Deuxième chose, c'est si elle est encore vivante, est-ce qu'elle pense à moi de temps en temps? Et pourquoi c'est important à ce moment-là? Bah parce qu'on se dit que nous, dans moi adoptée, des fois je pense à elle, alors est-ce qu'elle aussi, elle pense à moi? Est-ce qu'il y a la question de pourquoi elle m'a abandonné? Aussi. Donc ce soir-là, vous entendez un témoignage qui ressemble au vôtre et ça fait écho. Et ça fait écho, donc forcément je vais la voir après. Et puis on sympathise tout de suite. Elle me dit, écoute, si jamais ça t'intéresse, j'ai des contacts là-bas. Donc si tu avais envie de faire des recherches, tu peux. Alors je me suis dit, ben, j'ai pas encore de boulot, je suis arrivée là, c'est le moment, j'y vais. Donc ensuite j'ai essayé de me débrouiller en espagnol, trouver, parler. Vous aviez pris espagnol à l'école? J'avais pris espagnol, mais c'était pas mon sujet favori. Je pensais que ça venait tout seul, mais non. Vous pensiez que les origines allaient Ah faire bah le oui, travail moi, à je votre me place? suis dit, abrazo, nanan, hola, ¿qué tal? Tout va bien, mais après, non, c'est un petit peu plus difficile que ça. Donc vous allez quoi? Vous allez à l'association avec votre dossier? En fait, non, c'est tout par Internet, parce qu'elle me dit que ses contacts sont au Guatemala, D'accord. et c'est eux qui font la démarche, donc je leur envoie tous les papiers, donc c'était original, c'était marqué en version espagnole, donc je l'avais. Et eux sont allés sur place, donc c'est Marco qui fait aussi partie d'une association qui s'occupe d'essayer de retrouver les gens qui ont été séparés pendant le conflit politique qu'il y avait dans ces années 80. Et comme à cette époque-là, je ne savais pas si j'étais d'un trafic, si j'avais été volée, ou bien si c'était une adoption classique, et ben lui a fait la recherche. Et il y avait encore mon frère biologique qui habitait là-bas. 4 mois après, vous le trouvez? 4 mois après, on me dit, on a une trace. Pour que moi, j'ai le temps de me préparer, on me disait, voilà, on a des pistes sérieuses. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette phrase? Je me dis, oh, j'ai un frère, waouh. Et en fait, je me dis, pendant toute ma vie, je ne me suis pas imaginé une seule seconde que je pouvais avoir des frères et sœurs. Et puis, un mois plus tard, enfin 1 mois et demi après, hop, on me dit, on a retrouvé. On a retrouvé, et donc le 2 juin 2011, le premier courrier de ma mère biologique avec une photo d'elle à l'époque où elle avait à peu près où elle m'a eu. Voilà, Donc celle-ci. déjà, c'est la photo de l'époque où vous êtes né à peu près. Ouais. Et ça répond à quelle question? Parce que vous disiez, est-ce qu'elle me ressemble? Eh ben moi, sur le coup, je me suis dit, ben non. En fait, je lui ressemble pas. Et elle vous envoie une deuxième photo. Voilà, C'est elle aujourd'hui. voilà. Alors déjà, il y a une chose qui me frappe, et qui frappe un peu tout mon entourage, c'est notre posture, la main sur la hanche. Avant de recevoir cette photo, je m'étais prise en photo avec ma mère et je me tenais aussi de la même façon. Et puis, c'était accompagné d'une lettre C'était accompagné d'une lettre. que vous devez connaître par cœur. Recordada hija de mi vida. Ce qui veut Donc dire... ça veut dire fille de ma vie, jamais oubliée. C'était la question que vous posiez. Ben ouais. Alors là, j'ai pu lire que ça. Après, je pouvais plus. J'étais trop émue. Je me suis dit, c'est pas possible. Finalement, c'est presque moi qui étais égoïste en tant que fille, parce que moi, ma mère biologique, j'y pensais de temps en temps quand ça m'arrangeait. Et elle pense à moi tous les jours de sa vie, je pense. Et là, je me dis, oh, elle va savoir ce que je suis devenue et comment je suis aujourd'hui, et ce qu'elle a fait, c'était pas pour rien. Pour elle, elle s'en voudra toute sa vie. J'aurais beau lui dire que je lui en veux pas, que pour moi, c'était une chance. Enfin, je veux dire, pour nous, c'était une chance. Mais pour elle, c'était un déchirement et j'en prends conscience au fur et à mesure. J'en ai pris encore plus conscience quand je l'ai rencontrée. Alors, on verra effectivement cette rencontre et on verra comment effectivement vos parents ont décidé de vous la ramener, de la présenter. Pendant toutes ces recherches, vous ressentez quoi? Quand j'ai vu cette photo, j'ai eu une émotion. Je me disais, pratiquement au même moment, moi j'ai la joie d'accueillir Marie. Et là, j'avais aucune pensée qu'elle avait une mère biologique. Sa mère, c'était moi. Et je me dis, heureusement,
parce que si j'avais accueilli Marie en ayant la pensée qu'il y avait une femme qui était désespérée ou dans le... Je ne sais pas si j'aurais pu... je ne sais pas comment je l'aurais accueillie. En tout cas, il y aurait une part de culpabilité qui aurait pu gâcher le les choses. sentiment de plénitude, il y aurait eu de la culpabilité. Savoir qu'elle était Marie encore à l'orphelinat. Donc c'est... Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, moi j'étais de l'autre côté, tout à la joie, et elle avec ce chagrin de repartir sans sa petite fille. Et elle avait été confiée, elle avait été aimée, et il y avait un transfert d'amour. Donc tout était bien. Voilà. Mais ce que j'entends, moi, Christine, c'est qu'il n'y a jamais d'inquiétude de votre part. Oui. Non, moi, je ne sais pas à quoi ça tient, je n'ai aucune inquiétude. C'est pas une question, c'est de l'amour en plus. C'est pas, je perdais pas l'amour de Marie. Et en plus, je me rappelle quand Marie nous a toujours donné des signes, même petite, qu'elle avait envie de retrouver sa mère biologique. Et elle avait 10 ans un jour à Noël. Et on fête Noël aussi. Je suis provençale, donc il y a tout un folklore. On fait les 13 desserts. Et devant les 13 desserts, elle dit mais est-ce qu'aujourd'hui ma mère biologique a de quoi manger? Ah oui. Et là, je me dis, elle s'incarne. Alors, on verra effectivement comment vous vous êtes rencontrés. Fabienne, quand votre fille a 6 ans, il est question d'une greffe. En tout cas, le besoin devient... Vital. Une deuxième C'est-à-dire, vie. c'est quoi la situation à ce moment-là? Parce qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Elle n'a plus de rein, donc il faut absolument le remplacer. Alors, aux États-Unis, il y a maintenant 19 ans quasiment, parce qu'on va fêter notre anniversaire le 29 avril de la greffe. Donc, on fête la greffe. On a deux anniversaires. Et donc, à cette époque-là, ce n'était pas comme en France, c'était surtout les dons de son vivant qui étaient mis en avant par rapport aux dons cadavériques. Donc, on fait les tests, et puis voilà, il arrive que c'est moi qui suis le plus compatible. Donc voilà. Là, j'imagine qu'on ne réfléchit même pas. On ne réfléchit pas. Enfin, moi, je n'ai pas réfléchi en tous les cas. Ça, c'est sûr. Et alors, de votre point de vue, vous avez 6 ans. Juste avant mon opération, en fait, je me souviens, j'ai cette image précise, en fait, de ma maman qui part. Moi, je suis dans le lit, j'attends qu'on m'emmène, et en fait, j'ai mon papa qui est avec moi, avec ma grande sœur. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je commence à hurler parce que je la vois partir, et mon papa qui est là, qui essaie de me rassurer, ma sœur qui essaie de me rassurer, et d'un coup, je m'endors. Donc, et là, je me réveille après, et je me rappelle de ma maman qui vient me voir en chaise roulante, parce que bien évidemment, c'est plus difficile pour un adulte de s'en remettre. Parce qu'en fait, on retire donc un rein donc, qui se trouve à... Moi, c'était le mien, c'était le droit, le rein droit. Et en fait... savais pas ça. Oui. Vous la prenez là? Je la prends là. Vous savez pas? Non, je savais Non, pas. je rêve. Non, je sais Bah, pas. elle est là. Hein. Ah oui, c'est pas... Elle est là, la cicatrice. Bon. Donc, on vous retire le rein et on le place au greffe, enfin, celui qui va le recevoir, on le place là, il est ici. Non, il est là. Ah, pardon. Il est là. Et donc, pas du tout à l'endroit où il se trouve à l'origine. Et donc, pourquoi? Alors, donc, elle a une cicatrice donc, devant, il y a moins de nerfs, ça fait moins mal. Donc, vous savez tout ce qui s'est passé? Oui. Que votre maman vous a donné un rein? Alors, je le réalise après, quand je la vois effectivement en chaise roulante, amoindrie. Et je pense que sa souffrance, je l'ai ressentie en tant qu'enfant. Et là, je réalise ce qui se passe. Et surtout, la première chose que tu as demandé, parce qu'il y avait un régime sans sel quand même. Donc, Ouais, au moment... Il y a une infirmière en fait qui rentre, et elle me dit voilà, Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as le droit de manger ce que tu veux. Et donc, je lui demande un fast-food. Un truc bon pour la santé, quoi. Ouais, Voilà, très bon pour la exactement. santé, voilà. Pour voir si Histoire le vin marche. de bien se remettre en pied. Et Mais vous vous rappelez, parce que finalement, il y avait... je m'en rappelle parce qu'on... Vous êtes aux États-Unis, c'est quand même la culture. Ouais, Et donc, on a ça capturé vous le est moment. interdit depuis l'âge de 6 ans. Et là, on prend une photo de ce moment, et j'ai la photo de moi en train de manger mon fast-food avec un grand sourire dans mon lit d'hôpital. Et voilà, et c'est là où je me dis, c'est le début d'une nouvelle vie. Ouais. Vous vous rappelez vraiment de la différence? C'est-à-dire, c'est moins de contraintes. Moins de contraintes. Et je me mets à faire de la natation aussi. Et là, je me dis,
Vous m'avez interdit de me baigner pendant je ne sais pas combien d'années. Donc là, Passez votre temps dans l'eau. je prends ma revanche. Donc mes parents m'inscrivent au centre aquatique de Miami. On entend parler des Jeux mondiaux des transplantés. Et voilà, et je me mets à nager en compétition à ces Jeux. Et j'aime pas... compétition, parce que finalement, non, on n'est pas là pour savoir qui va gagner. C'est surtout c'est une revanche contre la vie et un but, en fait. Marie a l'air de vous comprendre. Que l'on se fixe. Ouais. Je trouve que son histoire, elle est superbe, parce que quand elle disait tout à l'heure, voilà, sa frustration de ne pas pouvoir se baigner, et là, ça y est, je peux y aller, je le fais, je me donne à 300%, parce que on sent vraiment que c'est ce que tu as voulu faire. Ouais. Et je trouve ça superbe. Je vois que vous êtes réceptive. Elle est allée jusqu'au bout parce qu'elle a eu 29 médailles. Hein. Oh. Waouh! Vous avez l'humilité, elle ne l'a même pas dit. En or. Mais la maman, elle, par contre, l'humilité, c'est moi. C'est ma fille, hein. C'est ma fille. Mais on a bien compris. 29 médailles, je dis ça, je dis rien. Non, mais de la fierté, effectivement, vous sentez la fierté de vos parents. Oui, je ressens tout à fait la fierté de mes parents, mais finalement, pour moi, c'est pas tellement les médailles. J'ai jamais été très compétitive et c'est plutôt de participer à ces événements qui. Voilà, parce que vous n'aviez pas parlé des médailles. Bon, on va voir dans un instant parce que. Pour dévoiler un peu à tout le monde, il y a une petite surprise, je crois, pour votre maman. Donc, j'aime bien cette réaction. Alors, Aurélie, on a parlé effectivement de cette relation fusionnelle avec cette maman, un fusionnel hyper assumé. Oui. Dans l'enfance, vous dites, bon, ben voilà, ma maman, votre papa, votre géniteur, est parti 3 semaines avant votre naissance. Vous connaissez l'histoire assez rapidement. Il y a une sorte d'hyper-empathie, en fait, pour cette maman. Ah oui, enfin, forcément, quoi. De voir ce qu'elle fait pour moi au quotidien. Enfin, comment ne pas en avoir, quoi. Après, c'est vraiment... si ma maman ne m'avait pas donné la vie, je ne serais pas là, j'en serais pas là où j'en suis, donc... Donc, hyper gratitude, hyper reconnaissance. Et à 12 ans, vous prenez des décisions importantes. Voilà, donc ma maman tombe malade, en fait. Un jour, en rentrant de l'école, on habitait au 4e étage, elle était très essoufflée, elle s'est mise à être cyanosée, en fait. Elle avait les lèvres bleues, elle étouffait. Donc en fait, paniquée, j'appelle ma grand-mère qui habitait à 5 minutes de chez nous. Et donc en fait, elle est transportée en réanimation. Donc là, ils lui font des biopsies du poumon, ils cherchent ce qu'elle peut avoir. Donc elle est intubée, elle est dans le coma. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain en fait. Donc, rappelez votre sensation à ce moment-là. C'était horrible en fait. Quand un médecin vous dit on ne sait pas si on va pouvoir sauver votre maman, mais c'est horrible. Et je me rappelle, j'ai serré la main de ma grand-mère. Mais j'avais envie d'hurler, quoi. Il était hors de question que je perde ma maman, quoi. Donc du coup, elle est hospitalisée, elle est en réanimation, elle est dans le coma. Donc je passe le maximum de temps après l'école auprès d'elle. Mais j'ai plus la tête, j'ai plus... les années passent, donc elle est toujours malade. Donc on passe, elle rentre à la maison, on repart. Et puis à chaque fois, c'est plus grave. Voilà, ça va pas en s'améliorer. Votre décision ordonnée, c'est d'être auprès d'elle à 100%. Voilà, je voulais être auprès de ma maman. Donc du coup, je décide de quitter le système scolaire, en fait, en me disant que, de toute façon... Vous êtes en seconde. Je suis en seconde. Donc je me dis, voilà, à la base, mon rêve, ça aurait été d'être infirmière. Mais j'ai dit, voilà, après le concours d'aide-soignante, si tu n'es qu'aide-soignante, c'est pas grave. Tu pourras toujours, après, re-rentrer en formation une fois que ta maman ira mieux et que... Voilà, donc j'arrête le système scolaire, tu le prends pas spécialement bien non plus. Mais voilà, en gros, je lui laisse pas le choix. Si c'était pour que j'aille au lycée et que je sois pas bien et qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce que je continue... Vous vous rappelez de cette décision, Liliane? Parce que là, c'est ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, elle ne vous donne pas le choix et à la fois, au fond, elle prend soin de vous. Oui, elle prend soin de moi, c'est sûr. Ouais. Ça m'a pas plu, mais je me suis pas... J'avais pas la force de m'opposer à ça. Alors, la vie est ainsi faite, on peut vous dire que c'est l'ironie de la vie, c'est que vous allez vivre quasiment la même chose que votre maman. Oui, donc je rencontre mon premier petit ami à 17 ans. J'avais un implant,
Donc en fait, qui me rendait malade, donc je lui ai dit, je le fais enlever. Et puis du coup, donc je dis, je ne reprendrai pas de contraception et on verra de quoi l'avenir sera fait. Il dit, écoute, pas de souci. Et donc à mes 19 ans, j'apprends que je suis enceinte de mon premier enfant. Et puis il me dit, écoute, il y a 2 solutions, c'est soit tu avortes, soit tu pars. Donc du coup, je suis partie, j'ai claqué la porte et j'ai été me réfugier chez ma maman. Et elle m'a dit, quoi que tu fasses, je respecterai ta décision et je serai présente. Donc, ce qui a fait que ma maman m'a accompagnée. J'ai eu le même début de schéma de vie que ma maman. Donc, elle m'a accompagnée pendant ma grossesse, aux échographies. Elle a été présente le jour de l'accouchement de Noémie. Ça, c'est pas rien. Vous vous en rappelez forcément. Oh là là. Ça a été long, plus de 12 heures avant qu'elle soit là. Voilà, elle m'a tenu les jambes. La sage-femme lui a demandé de m'aider à tenir mes jambes pendant l'accouchement. Donc, elle a vraiment participé activement à ça. Et puis, je pense que pour moi, j'étais contente que ma maman soit là parce qu'autrement, j'aurais eu personne. Et puis, donc peut-être, après, elle s'est occupée de ma fille. Alors, ce qui s'est passé, parce qu'entre-temps, il y a 4 enfants. Oui. Donc on va parler effectivement de ce qui s'est passé par la suite. Marie, on a raconté cette adoption, cette adolescente qui va comme ça fantasmer quand ça l'arrange sur cette maman génitrice. Et puis, il y a une lettre, cette maman existe. Elle vous dit, elle vous dit qu'elle vous a jamais oublié. Donc ça répond finalement à toutes les questions que vous posiez, avec ces photos. Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour que des années plus tard, vous la rencontriez? Comment ça se passe dans la tête? Quand j'ai eu la première lettre en 2011, je venais tout juste de rentrer dans une entreprise. Donc forcément, je ne pouvais pas partir tout de suite. J'étais là en remplacement de congé maternité qui s'est renouvelé, donc pas de vacances. Ensuite, je suis tombée moi-même enceinte, ce qui fait que ça retarde. Et puis après, le fait d'élever les enfants, d'élever déjà mon premier, ça repousse. Et quand je retrouve un autre emploi là où je suis encore actuellement, et donc encore rebelote, ça retarde. Et puis donc de temps en temps, je commençais un petit peu à désespérer. Je me disais, quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Parce que le projet initial, c'était bien sûr que je puisse y aller avec mes parents et mon mari. Et donc mes parents qui évoquent l'idée, elle me dit... Et pourquoi ce ne serait pas ton père et moi qui irions là-bas? Parce que, dit, nous, on n'est encore jamais allé au Guatemala alors qu'on voudrait quand même y aller. Et donc, ce serait l'occasion. Vous réagissez comment? Mais je t'ai dit qu'il y avait aussi une question d'âge. Oui. Nous, on n'était pas tout jeunes. J'ai dit, dans 10 ans, peut-être qu'on ne pourra plus... Et donc, vous pensez quoi à ce moment-là? plus prendre l'avion. Au moment où elle dit cette phrase. Et là, je me dis, oui, tiens, pourquoi pas? C'est possible ou pas? Enfin, ça risque d'être compliqué. Il y a un petit peu tout. Donc, du coup, j'ai tout délégué à mon père qui, lui, a le sens... de l'organisation. De l'organisation, de l'administratif. Et donc, on a commencé à travailler le projet en se disant, allez, on va le faire. Alors, Christine, septembre 2015, vous y êtes. La rencontre avec cette femme qui a donné naissance à votre fille. C'est vrai que la rencontre, elle était préparée puisqu'on avait vu les photos. Et ce qui est très très important, c'est que la rencontre s'est faite dans le bureau de Marco, le directeur de cet organisme. Et on est accueillis un peu comme ici, dans un petit bureau sympa, un petit bouquet de fleurs. On sert un thé. Et puis il commence à nous parler, nous demander si on a fait bon voyage. Il nous demande comment va Marie. Et pendant 1 heure. Et puis alors il nous présente l'éducatrice qui avait préparé Gabriella. Parce que c'est comme ça qu'il fait pour les... Parce que les disparus politiques, parfois, Gabriella, c'est dramatique. c'est dramatique. dramatique. Donc, il y a un éducateur qui s'occupe de la personne qui cherche et un autre éducateur qui s'occupe de la personne qui est cherchée dans la mesure où elles ont accepté de se retrouver. Et alors, après, il nous dit, Gabriella, elle est là. C'est un peu comme quand tu es descendu. On n'en finit pas, c'est sûr. Gabriella est là. Et là, c'est... je sais pas, il y a une photo, elle se précipite dans nos bras, il y avait mon mari... Et on l'a entourée comme ça. Et moi, j'ai senti, qu'est-ce que c'est que la notion de joie? C'était curieux, je me dis, c'est accompli. Et alors, cette photo existe et vous l'avez reçue, cette photo, Marie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette image? Oui. Là, je pleure. J'étais donc là enceinte de 4 mois. J'ai reçu la photo, je me disais, ça y est, ils y sont. En plus, je l'ai vraiment eu en direct parce que Marco
est vraiment très, très Oui, gentil. il l'a Et il me l'a envoyé tout de suite. Enfin, vraiment, ils étaient encore avec elle quand... Donc à la question, qu'est-ce qui il y a se eu- passe là-bas? Voici la réponse. Il y a ma mère qui rencontre ma mère biologique. Enfin, c'est un truc de dingue. Je me dis, ah, ça y est, ils y sont. Donc je commence à pleurer. J'ai mon grand qui vient et qui me dit, maman, pardon, maman, j'ai fait une bêtise. Il croyait que vous pleuriez à cause de ça. Et je lui dis, non, c'est pas toi. Alors j'essaye de parler, mais en fait, il comprenait rien. Alors il y a mon mari qui était ému aussi, qui lui dit, non, non, Raphaël, c'est pas toi. Mais alors comment expliquer à ce petit bout de chou qui avait 3 ans que c'était ma mère biologique, etc. Il sait qu'elle existe, il le comprend pas encore. Enfin, il l'a Oui, pas je trop crois bien accueilli en plus quand elle est arrivée. Ça, c'était la surprise. Mais c'était la grosse surprise. Et moi, pour moi, ça y est, c'était ça. J'étais pareil, hors du temps. J'étais avec eux. J'étais avec eux à travers cette photo. Et je me disais, ça y est, c'est incroyable. J'ai pu les avoir par Skype très rapidement. Et donc, je pleurais aussi. Alors, on va voir des images des retrouvailles, mais le voyage, comment se passe le voyage? Le voyage de retour avec... vous voyage êtes de donc retour. accompagné Alors de cette donc maman biologique. on la retrouve à l'aéroport avec sa valise et elle était heureuse. Hein, et alors dans l'avion, en plus elle avait jamais pris l'avion, et dans l'avion elle s'est mise à côté de moi et elle s'est mise sur mon épaule comme ça. Mon mari était derrière et alors elle disait mais que Deo gracias. Qu'est feliz. Et pendant tout le voyage, elle n'a pas dormi, moi non plus. Et moi, je me disais, mais ma petite fille a fait le même voyage il y a 30, à l'époque 31, 32. Et moi, c'est moi je fais le même voyage et je lui ramène sa mère biologique. Il y a un sentiment de fierté quand même. Oui, j'étais heureuse oui, que ça lui soit offrir ça. accompli. Je me dis, oui, je suis quand même une mère adoptive pas mal, hein, finalement. C'est bien le finalement. Alors on va regarder les images, parce qu'il y avait une caméra de télévision de France 2 qui vous avait contacté à ce moment-là, qui faisait un reportage là-dessus, vous aviez accepté. Oui. Et donc c'est formidable parce qu'il y a une trace. C'est ça. Ouais. On regarde. L'avion vient d'atterrir. Plus que quelques minutes. Et cette jeune femme, adoptée à l'étranger quand elle avait 3 mois, va rencontrer pour la première fois celle qui lui a donné la vie et qui l'a abandonnée. Elle attendait ce moment depuis 4 ans. Mais voilà. Aujourd'hui, cette mère rêvée devient réalité. Elle retrouve aussi ses parents adoptifs. Ce sont eux qui sont allés chercher sa mère au Guatemala. Je te demande seulement pardon. Mais je n'ai rien à te pardonner. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi. Ce moment, elle souhaitait le partager avec ses parents. Vous les voyez là toutes les deux, on n'a pas peur de perdre sa fille, on est... Non, c'est du plus. Et je me souviens, adolescente, quand elle a commencé à se poser des questions, je m'étais dit, le plus beau cadeau que je pourrais faire à Marie, c'est de retrouver sa mère biologique. Sa maman, comme elle l'appelle, découvre aussi son gendre, son petit-fils Raphaël, et l'une des raisons pour lesquelles Marie n'a pas pu se rendre au Guatemala. Je t'apprends aussi que je suis enceinte. J'ai dit à mes parents de ne rien te dire pour te faire la surprise. Enceinte de 4 mois. Grâce à Dieu, quelle joie. Quelle joie. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez ces images? Parce que c'est unique. Vous le voyez. Et à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous bouleverse? C'est le fait qu'elle vous demande pardon comme si elle vous avait fait souffrir, alors qu'au fond, vous avez la sensation qu'elle vous a offert une belle vie. Oui. C'est ce paradoxe? C'est ça, en fait, c'est que à chaque fois qu'elle me parle, à chaque fois qu'elle m'écrit, dans à peu près tous les courriers qu'elle m'écrit, même s'ils sont peu nombreux, elle dit toujours « J'espère qu'un jour, en Dieu, tu pourras me pardonner ». Enfin, il y a toujours cette notion de Dieu qui fait qu'elle puise sa force, et, parce qu'elle est vraiment très croyante. Et le fait que, voilà, pour elle, ça a dû être tellement un déchirement que, pour elle,
elle s'en voudra toute sa vie. Et moi, quelque part, je me sens coupable parce que je me dis, non, moi, je suis très contente d'être ici parce que je me rends compte de la chance. Enfin, quelque part, on peut quand même dire que j'ai de la chance. Et je le sais et je me dis, ben non, finalement, tant mieux. Je suis ici, je suis avec mes parents, c'est mes parents, ça a toujours été mes parents, ce sera toujours mes parents. Donc, qu'elle puisse être en paix. Et le fait d'entendre votre maman qui dit bon, finalement, je me dis que je suis peut-être pas une mauvaise mère adoptive. Vous diriez quoi avec vos mots à vous? Mais je dirais que déjà qu'ils sont exceptionnels, que mes deux parents. Il y a eu des gens qui leur ont dit mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Si Marie, elle cherche ses origines, c'est que forcément, elle est malheureuse et qu'elle veut retrouver sa famille biologique, ça va être sa maman. Pas du tout. Mes parents savent très bien que si j'ai cherché mes racines, c'était pour avoir un petit plus, pour savoir les questions auxquelles je me posais. Et pas du tout pour dire... Parce que peu de temps avant le voyage, il m'a renvoyé par des responsables de l'adoption que je devais être une mère incertaine et que je n'avais pas confiance en moi et qu'il y avait sûrement une grosse fêlure. Alors, il y a des gens qui disent ça? Oui, mais pas longtemps avant le reportage, en me disant c'est de la folie. C'est pour ça que j'ai que finalement... Mais ils vous font douter à ce moment-là? Non, parce que là, c'était parti. Et là, c'est extraordinaire parce que j'aurais peut-être douté avant et là, non. Et vous avez imaginé votre vie avec votre mère? Je pense que plus jeune, je fantasmais. On dit souvent l'enfant rêvé, etc. Et ce qui était marrant, c'est que je me suis rendu compte que maintenant, c'est l'inverse. Moi, je l'ai fantasmée petite. Et je me rends compte que ma mère biologique me fantasme toujours, en fait. Quand on s'est rencontrés. Ah ben, moi, je suis la fille parfaite. Je suis la fille parfaite. Vraiment. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai que par rapport à mes frères et sœurs, elle avait vraiment cette comparaison où elle me mettait vraiment sur un piédestal. Et là, par contre, moi, j'étais plus réticente à lui dire non, mais tu peux demander à maman, je suis pas si parfaite que ça. Et alors, c'était pendant le séjour, moi, je me disais, Marie va être très heureuse, elle va faire visiter. Et en fait, très vite, Marie s'est mise, alors on ne se l'est pas dit, mais on l'a compris, elle s'est mise un peu en recul et elle nous a mis sa mère dans les pattes. Et maintenant, débrouillez-vous. C'est quoi l'explication? Alors déjà, j'étais fatiguée parce que j'étais enceinte et j'ai eu une grossesse un peu difficile. Mais en plus parce que, autant dans les lettres, elle me disait, elle pensait souvent à mes parents, etc. Et là, elle me disait tout le temps « mon amour, fille de ma vie, fille de mon âme », etc. Et moi, j'avais envie de lui dire « oh, doucement, je suis ta fille biologique, mais on ne se connaît pas. Tu fais partie de mon histoire, mais on ne deviendra jamais si proches. » Et comment lui dire ça sans vouloir la peiner? J'avais besoin de... Il fallait gérer cette confusion des sentiments. Et elle a su d'ailleurs se remettre à cette place. Il y a eu un petit moment où elle a compris qu'il fallait qu'elle se remette à cette place. Et il y a quand même eu un moment émouvant où elle m'a dit quand même qu'est-ce que Marie a de la chance. Elle n'a autour que des hommes qui l'aiment. Parce que c'est une femme qui n'a vécu que la violence de tous ses compagnons. Elle a vu que tu as un mari qui est adorable, elle a un père qui l'aime. Et c'est quand même extraordinaire. Je me suis rendu compte que c'est ça qui l'a frappée. Elle était heureuse que sa fille soit entourée d'hommes qui l'aiment. Il n'y avait pas de violence. Elle avait réussi ce qu'elle n'avait pas eu la sensation de réussir, effectivement. Et elle en était heureuse. Donc, Cynthia, vous avez 2 anniversaires. Oui. Et il y en a peut-être même un qui est plus important que l'autre ou pas? Oui. Donc celui du 29 avril. Le jour de la greffe. Le jour de la greffe. Le jour où votre maman vous donne son rein. Voilà. Donc tous les ans, vu qu'on n'habite pas ensemble, maintenant on s'appelle ou si elle l'oublie, je lui dis bon, c'est notre anniversaire, maman, t'as oublié? Une fois, ça m'est arrivé. Tu es une femme très occupée, donc mais ça a plus d'importance pour moi que. Vous avez 25 ans maintenant, c'est ça? Oui. Et en grandissant, vous avez porté un regard différent, j'imagine, sur cette greffe. À l'époque, vous aviez 6 ans. Vous aviez à peu près conscience de ce qui se passait, mais encore une fois, vous étiez une enfant. Et aujourd'hui, en tant que jeune adulte, vous voyez ça comment, en fait? Alors justement, dans le discours de Marie, il y a pas mal de choses qui résonnent. Cette notion d'être mise sur un piédestal, parce que bon, j'étais une enfant qui était quand même considérée différente finalement, parce que j'étais donc malade.
Après, j'ai quand même assez régulièrement loupé l'école. Après, j'ai participé à des Jeux mondiaux. Donc, j'ai été quand même rapidement mise par mes parents aussi sur un piédestal parce qu'ils en parlaient assez régulièrement. On avait des chambres d'hôtes et à chaque fois que les clients venaient, c'était « Ma fille a participé à des Jeux. 29 médailles 29 médailles. Mais vous devez deviner quel type de Jeux olympiques. » Et moi, j'étais là. Encore la même histoire qui rabâche depuis... Non, mais il faut connaître que tu as été très discrète sur ta maladie. Oui, mais justement, que tu t'en parlais très peu. C'était par rapport à ça, parce que Ouais. je voulais pas me sentir différente. Ouais. En devenant adolescente, j'ai continué, donc on est rentré en France quand j'avais une dizaine d'années, et j'ai continué la natation, et finalement, je l'ai mis de côté. Cette période de ma vie, de greffe, de maladie, je lui ai dit je veux vivre mon adolescence comme toute jeune fille de mon âge. Je tombais quand même assez régulièrement malade parce que j'ai un système immunitaire qui est assez faible. Donc, et puis tous les 3 mois, il fallait que j'aille à l'hôpital pour des check-up réguliers. Parce qu'il y a la question du rejet. Voilà, il y a la question du rejet. Et j'en ai fait moi-même finalement un rejet de cette greffe à cette époque-là. Et voilà, pour rechercher un peu mon identité, j'ai voulu savoir, je me pose d'ailleurs toujours la question de savoir quelle aurait été ma vie si j'avais pas subi cette greffe. Et aujourd'hui, vous habitez à Londres. Aujourd'hui, j'habite à Évidemment, Londres. C'est aussi un endroit vierge. Oui, Vous pouvez tout à être qui fait. vous voulez. Voilà. Et finalement, il y a 5 ans, une femme que l'on a rencontrée aux Jeux Olympiques mondiaux des transplantés au Japon, elle a monté cette association pour faire venir des enfants transplantés du monde entier pour apprendre à skier. Donc ça se trouve en Suisse. Et à l'âge de 20 ans, elle m'envoie un message, un mail, elle me dit « Est-ce que tu aimerais revenir en tant que volontaire ?» Et j'avais complètement occulté cette partie de ma vie. Et je me suis dit, je ne savais pas, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et je dis, pourquoi pas. Et là, ça a été un peu une révélation. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai réalisé l'importance de ce que j'avais reçu, de ce cadeau que j'avais reçu, parce que j'ai réalisé que j'ai été greffée d'un rein, un organe qui peut être donné de son vivant, et alors qu'il y a des enfants avec qui étaient au camp, qui avaient reçu un organe d'une personne qui était décédée, qui ne connaissait absolument pas. Donc il y avait cette notion un peu psychologique difficile à aborder, alors que la notion psychologique, je ne l'ai jamais eue. Finalement, j'ai de la chance que ce soit les reins qui soient atteints et non pas un autre organe, et que j'ai pu avoir ma mère ou mon père de compatibles pour me donner leur rein, et que depuis 19 ans, je vis parfaitement bien. Je disais tout à l'heure que vous aviez une petite surprise. Donc une petite lettre, ma maman. Ah bon ? Oui. Non, il faut que je te la lise. Ah. Donc, ma petite maman, voilà bientôt 19 ans que tu fais partie intégrante de ma vie, et pas qu'au sens figuré du terme. 19 ans, que cela passe vite. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'aurais vécu plus longtemps avec l'un de tes reins que je n'aurais jamais vécu avec les 2 miens. C'est marrant quand on y pense, et pour rien au monde, je ne voudrais échanger ma place. Tu te demandes sûrement pourquoi ? La réponse est assez évidente. Sans ce rein, je ne serais devenue que la moitié de la femme que je suis maintenant. Je ne serais d'ailleurs pas devenue une femme tout court. Non seulement tu m'as sauvé la vie, mais tu m'as aussi permise de vivre avec un grand V. Car qu'est-ce qu'elles ont été belles ces 19 dernières années. Riches en rencontres, en aventures, en émotions, en expériences inoubliables, et surtout riches en amour. Toutes ces choses qui font de moi celle que je suis. Tu en es la source de cette femme que tu as devant toi aujourd'hui. Mon inspiration au quotidien, la mère que j'espère devenir un jour pour mes enfants. J'ai pensé t'offrir une fleur, mais les fleurs fanent, alors que les mots, eux, restent à jamais. Et c'est avec ces mots que je veux te dire merci et que je t'aime. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie? Je l'avais prévenu, je l'avais dit. Je trouve ça magnifique. Hein. C'est superbe ce que tu as écrit. Fabienne, elle vous avait jamais écrit avant? Non, toujours par Formellement. message, par texto, ou, Bon. mais
Donc ça rend, toute cette histoire a fait de vous une maman protectrice, on peut dire ça comme ça? Certainement, oui, peut-être parfois trop. Vous savez, je ne l'ai pas dit dans la question. Et encore, non, tu me laisses. Non, je lui laisse quand même de la liberté. Non, je lui laisse de la liberté, bien évidemment, mais je suis toujours un peu inquiète. Si j'ai pas de nouvelles, par exemple, d'elle. Pendant 2 heures? Non, c'est pas à ce point-là. Mais Non, disons. c'est mon copain qui en reçoit un. Oui, c'est vrai que c'est son petit ami qui reçoit des messages. Ah bon, t'es au courant? Je savais Oui, pas. je suis au courant. Bon, bref. Pour pas vous déranger. Non, pas du tout, je la laisse vivre. Bon, et là, en fait, ça s'appelle la mauvaise foi, mais je sais plus comment on dit en anglais. Non, mais je suis assez protectrice avec mes enfants, je pense, pas seulement avec Cynthia. Hein, je pense que c'est la même chose pour Romain. Oui, la même après, chose je pour Alan. pense que tout J'ai dépend 3 enfants. La définition qu'on a de protectrice. Moi, je le ressens pas en tous les cas. Non, quand je t'ai dit que ce soit toi ou papa, quand je vous ai dit je voudrais partir aux États-Unis ou je veux partir là, on à l'a fait. Londres, vous avez jamais hésité une seconde. Alors, on vient de voir 2 histoires où il y a des forces antagonistes très fortes et il y a de l'harmonie à l'arrivée. Et aussi dans votre histoire, Aurélie, puisqu'au fond, on a dit tout à l'heure, on s'est arrêté au moment où vous disiez finalement, j'étais en train de reproduire un schéma, puisque comme ma maman, je me retrouvais à devoir élever un enfant toute seule, comme elle l'avait fait. Voilà. Donc, elle m'a accompagnée. Elle était avec moi et Noémie en permanence. Hein, donc, comme sa maman avait été présente pour moi, en fait. Bon. Sauf que l'histoire est différente. Oui, l'histoire est différente. Donc, du coup... 3 ans après, vous tombez amoureuse. Oui, je tombe amoureuse de mon mari, Erwan. Et puis, du coup, voilà, ça a été vraiment coup de foudre, autant pour l'un que pour l'autre. Donc, on se parle pendant pas mal de temps, d'abord par téléphone, sur les réseaux sociaux. Et puis après, donc, vient le moment de la rencontre. Donc, le courant est passé tout de suite. Il a été au courant de l'histoire de ma maman et de moi, parce que c'est important et ça fait partie de moi. Donc, du coup, on est restés ensemble. Je faisais les trajets pour monter voir ma maman tous les jours, des centaines de textos qu'on s'envoyait. Et puis, donc, je suis tombée enceinte de Nina, donc ma 2e petite pépette. Et malheureusement, j'ai eu un début de grossesse difficile. À 12 semaines, j'ai eu un décollement du placenta, donc obligée de rester alitée. Mais Noémie était là, donc Noémie allait à l'école, etc. Et avec les horaires d'Erwan, malheureusement, c'était pas possible qu'il soit présent. Donc, tout naturellement, en fait, on a dit, ben voilà, Mamie, vu que mon mari l'appelle Mamie, va venir s'installer à la maison avec nous le temps de ta grossesse, histoire que tu sois pas toute seule et que s'il y a quelque chose, on puisse agir. Et puis donc, le provisoire est devenu du définitif, sachant qu'elle avait toujours ses soucis de santé permanents, hein, parce qu'on est toujours dedans. Mais surtout parce que votre mari, Erwan, a vécu une période avec vous. Oui. Votre maman n'était pas sous votre toit. Oui. Et puis, il a trouvé qu'il y avait une différence quand elle était là. Ah oui, il a trouvé... alors déjà, j'étais moins accrochée au téléphone, forcément, puisqu'elle était là. Et puis, il m'a trouvée plus épanouie, en fait, plus apaisée, de me dire, voilà, que si ma maman, elle venait avoir quoi que ce soit, je pouvais agir tout de suite, en fait. J'avais pas les kilomètres à faire... Parce que vous faisiez 120 km à chaque fois pour aller la voir, hein, tous les jours. Ah, tous les jours, oui. Puis bon, ma maman est discrète, en fait. Elle n'est pas avec nous en permanence, elle a sa chambre, elle a son univers à elle. Et voilà. On vit ensemble, tout en se respectant. Voilà, mutuellement. Moi, je respecte leur vie avec leurs amis. Quand ils ont des amis, je m'éclipse. Je suis là pour les petites, mais je suis pas là quand il faut qu'ils se retrouvent en famille. Enfin, comment dire, c'est... T'es discrète, quoi, voilà. Voilà, on va dire je suis discrète, oui, c'est normal. Je reste à ma place. Bon, et pour vous, de toute façon, aucune autre vie n'était possible. C'est-à-dire que vous n'auriez jamais été épanouie ou complète si votre maman avait été loin. Ah non, j'aurais pas pu vivre tranquille, en fait, et sereine. Voilà, j'avais failli la perdre tellement de fois que de me dire, en fait, s'il était arrivé malheur tant que moi, j'y étais pas, je pense que je m'en serais jamais remise, en fait, et je me serais jamais pardonnée. Alors que là, voilà, elle est avec nous. Donc, il y a votre mari, c'est un amour, on l'a compris. Oui. Les 4 enfants, parce qu'il y en a 4 maintenant. Oui, il y en a 4. Donc voilà, donc Nina est arrivée le 8 avril. Et puis, on a décidé de se marier, en fait, le 21 juin de la même année. Ce qui nous a permis, en fait, que mon mari puisse adopter Noémie.
qui portait donc mon nom de jeune femme. Et pour lui, c'était important en fait, voilà, qu'on soit une vraie famille avec tous le même nom. Et puis donc là, l'année suivante, je tombe enceinte donc, de Léonie. Et notre petit dernier, donc, qui est arrivé, le petit Jules, voilà, qui arrive en dernier, qui fêtera ses 1 an au mois de juin. Voilà. Et donc, ma maman, toujours à nous accompagner, à être présente à la maison. Par exemple, quand on est rentré de la maternité, elle avait tout préparé de façon à ce que on puisse profiter de notre famille. Et, voilà. Et heureusement que elle est là, quoi. Ouais. Voilà, ça se déroule. Des fois, j'avoue, c'est pesant de vivre avec tout ce monde. Mais je me dis, qu'est-ce que je m'ennuierais si j'étais toute seule. Marie, comment vous décririez votre maman? Extraordinaire, au sens étymologique. On ne peut pas rêver mieux. On a une complicité qui fait qu'elle a toujours été ouverte, elle comprend. Et encore actuellement, on n'est pas fusionnel au sens propre. Mais dès qu'il m'arrive quelque chose, je l'appelle, sauf pour lui faire des surprises, forcément. Mais, Vous ne voulez pas vous avoir menti pour cette surprise d'aujourd'hui? Non, mais c'est vrai que je me disais, c'est quand même dommage que Marie ne soit pas là. Bon, en tout cas, c'était une belle surprise. Et il y a une autre surprise pour vous, parce que vous avez parlé effectivement de votre première fille que vous avez adoptée. Elle avait un petit message, elle a écrit une lettre, elle la lit devant la caméra pour vous. Bonjour maman, je souhaitais te laisser ce message pour te remercier de tout ce que tu m'as appris depuis que je suis toute petite. Même si je viens de loin, même si je viens d'un autre pays, j'ai trouvé une maman formidable qui m'a donné de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Et aujourd'hui, je suis fière d'être ta fille. Maman, je t'aime, Elvia. Elvia et Marie, donc, vous disent que vous êtes extraordinaire. Toutes les mamans rêveraient d'être à votre place aujourd'hui. Oui, surtout qu'Elvia a eu un parcours beaucoup plus difficile. Hein. Donc, je voudrais témoigner le rôle de maman, c'est patience et espérance. Parce que pour avoir ce message de ma fille, où il y a eu des moments que Marie a vécu, eh ben, c'est... Ouais, c'est... Vous voulez dire que ces remerciements ont du sens? Oui, c'est authentique. Hein. Elle sait on a été là dans les moments très difficiles pour elle. Et il y a eu un moment même de rupture, hein, donc très dur. Et elle a aussi 3 petits-enfants, donc je suis la grand-mère à 100%. On va reprendre cette conversation dans un instant, voir un peu ce qui résonne, quels sont vos points communs. Je voudrais vous présenter une autre histoire très très belle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Morgane, qui elle aussi pense qu'elle a une maman exceptionnelle, puisque Morgane est devenue muette à l'âge de 3 ans. Et elle s'est demandé comment sa maman avait pu communiquer avec elle. Et pour lui rendre hommage, finalement, elle a fait, vous allez voir, le portrait d'une autre maman. Elle s'est intéressée à une maman qui élève 2 enfants autistes, pour mieux comprendre sa relation avec sa propre mère. Regardez, on en parle juste après. C'est pas grave, bébé. Tu veux un câlin? Je veux un câlin. Un câlin. Tu n'as pas besoin de crier. Tout va bien. De quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis-moi, calme-toi. Tout va bien. Issa. Ça va? Voilà, un câlin. Et tout va bien. On a rencontré des gens qui me donnent tous les moyens pour aider mes enfants à parler. Mais je me dois d'être une maman et d'être une éducatrice, d'être une psychologue, tu vois, d'être une maîtresse d'école. Alors que pour moi, jamais de la vie, j'aurais pu me dire, Élodie, tu seras comme ça. Le peu de temps de repos que j'ai, eh bien, je vais jouer avec eux, je vais faire un gâteau, je vais aller dans le jardin, je dois apprendre les pictos, les ci, les là. Je n'ai pas le droit de respirer, Morgane. Tu sais, Morgane, j'aimerais bien, tu vois, me dire un jour, tiens, viens, on va au cinéma.
tiens, viens, on va boire un café. Mais je vais culpabiliser. À me dire que je laisse mes enfants. Allez, 1, 2, 3. Et dis, viens, mon amour. Ah, Didi, d'accord. C'est bien, mon fils. C'est un parcours du combattant. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aussi arriver à couper le cordon et vous pousser un peu hors, hors de la maison pour que vous arriviez à faire votre vie seul, sans nous. Il fallait que tu vois autre chose, il fallait que tu te découvres. Et tu t'es découverte. Et c'est parfait. Je suis très fière. Avant d'entendre vos réactions, je présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le sujet, donc Brigitte, Luc et Céline. Qui a envie de dire quelque chose? Marie? Ça me touche d'autant que je me sens concernée, même si c'est pas la même chose, mais je vois ce qu'une mère peut faire. Et c'est tellement plus difficile d'être mère que d'avoir été élevée où on a l'impression qu'on est dans l'insouciance, dans la naïveté. Et là, on comprend vraiment. Mmh. Vous êtes maman aussi, et donc vous voyez ces mamans qui communiquent avec leurs enfants comme personne. Oui, c'est vraiment bluffant ce qu'une maman peut faire en fait. Et je ne sais pas si c'est le fait de les avoir portés pendant 9 mois, mais on a un lien avec nos enfants que personne ne peut rompre en fait. Et on a une intuition, mais et on arrive à faire des choses avec eux que personne d'autre ne pourra faire. Fabienne, c'est maman. Écoutez, quand je vois ça, je pense que moi, ce que j'ai fait, c'est rien du tout. Je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement difficile quand on a des enfants qui sont malades. Et vraiment, c'est un dévouement total, quoi. Je trouve ça très beau, c'est magnifique pour moi. Alors Brigitte, Morgane est exceptionnelle, elle a 29 ans. Oui. Elle fait des documentaires. Oui, c'est ça, c'est son deuxième. Et un documentaire finalement qui répond à la question qu'elle se pose elle-même. Exactement. Elle a fait ces documentaires parce qu'en grandissant, elle s'est dit comment communiquer avec les autres quand on ne peut pas parler. Alors comment est-ce qu'elle est devenue muette? Alors, à l'âge de 3 ans, elle parle, elle se tient bien. Et à 3 ans, elle est opérée à cœur ouvert. Malheureusement, gros problème, le chirurgien fait une erreur. Elle se retrouve quelques jours après hémiplégique, puis paralysée totalement. Et lorsqu'elle rentre chez elle, il faut tout réapprendre. Elle ne tient plus sa tête, elle ne tient plus assise, elle ne peut plus se nourrir toute seule, elle ne peut plus parler. Sa vie n'a pas été facile. À l'école, bien sûr, on se moquait d'elle. Les enfants pensaient qu'on lui avait coupé la langue. Et voilà, et sa maman et son papa, ils ont mis un point d'honneur à ce que leurs 4 enfants soient élevés de la même façon, qu'ils aient la même attention, le même amour. Ce qui est incroyable quand on pense au temps qu'il faut pour s'occuper d'un enfant. Surtout quand ils sont 4. Oui, ils sont 4. Oui, oui. Elle en a 4, elle sait ce que c'est. Et donc, elle ne peut pas parler, mais elle a des choses à dire. Exactement. C'est rien de dire comme ça. Exactement. Et du coup, elle devient réalisatrice. Ça me paraît presque évident, en fait. Eh bien oui, parce que pour elle, ça a été, être réalisatrice, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer différemment. Et c'est ce qu'elle a très bien réussi dans son petit documentaire qui s'appelle « Nous avons tant à nous dire ». Moi, je vous conseille de le regarder parce qu'il est très émouvant. Très tu l'as vu, moi, je l'ai regardé et Bon. Et ce qui est fou, c'est qu'elle va s'intéresser à cette maman qui a 2 enfants autistes. 2 enfants autistes. Et c'est une manière aussi de rendre hommage à la sienne. Exactement. Elle rend hommage à cette maman-là, Élodie. Et sa maman était exactement pareille. Sa maman a fait exactement tout ça. Donc, elle lui rend hommage à travers ce documentaire. Magnifique. Merci, Brigitte. Merci. On salue Morgane et on va suivre sa réalisation. Et donc, à travers le site de 1000 et une vies, on peut bien sûr, on peut aller voir ce reportage. La maman des petits autistes est magnifique. Je l'ai vue et je voulais l'envoyer à Marie. Oui. Elle a un petit garçon qui est
est un petit peu difficile. Et je vois que petit à petit, elle doit lâcher des choses de sa vie pour se consacrer à son petit garçon. Et c'est drôle, hein, les hasards. J'ai dit, Marie, il faut que tu vois ce... Ah oui, il faut le voir. Vous l'aviez vu, c'est ça? Oui, il est magnifique. Et je l'avais... Il n'y a pas longtemps, je t'ai dit, Oui, tu m'as dit, Marie, il je sais. faudrait que tu le vois en replay. Et surtout, vous savez, il est magnifique. elle a passé 1 an avec eux. Et en 1 an, ils ne disaient pas un la mot, ces petits. Vous transformation. avez vu. Et ils parlent maintenant, et ils vont à l'école. Vraiment, ils restent peut-être pas aussi longtemps que les autres à l'école, mais ils arrivent à communiquer avec les autres. Et il y en a un qui est plus ouvert que l'autre. Et c'est trop mignon. Il va voir son frère pour le soutenir quand il voit qu'il est un peu isolé. Moi, je suis très touchée par cette histoire. Oui, moi aussi. Vous le regarderez en entier. Luc, toi, tu veux nous emmener au Japon. Ah oui. Attention à ce que tu vas dire, parce que figure-toi que Fabienne est spécialiste du Japon. Et c'est ce que j'ai cru entendre, effectivement. Tu vas parler japonais? Non. Tu parles toutes les langues. Il est modeste. Non, j'ai un petit accent de Toulouse. Oui. Ouais, je parle japonais avec l'accent de Toulouse. C'est compliqué, ça passe Ça a pas son bien. charme. Non, je voudrais vous montrer une publicité. Alors, je ne vous dis pas ce qu'elle vend, cette publicité, parce que ça pourrait briser le charme de la chose. Mais moi, elle m'a beaucoup ému et je crois qu'elle va vous émouvoir. Ce sont des jeunes papas qui ont voulu rendre hommage à leurs jeunes épouses. Ces jeunes mamans font une visite dans un centre pédiatrique pour les 1 an du bébé, une visite de routine. Et à la sortie de leur consultation, les attend une très belle surprise. Regardez. La première chose que je me suis dite quand il a eu 1 an, c'est « je n'ai pas dormi correctement de toute l'année ». Elle fait toujours passer notre enfant en premier. Qu'est-ce que c'est ? J'ai finalement appris ce qu'est le vrai bonheur. Joyeux anniversaire. Je connaissais. Ah, vous la connaissez. Je l'ai mis sur ma page Facebook sur le Japon. Alors attendez, ne donnez pas votre avis, c'est une publicité qui vend quoi? Il fallait que ce soit une marque qui ait l'idée de le faire. En tout cas, avant de parler de la marque et du produit, on peut déjà souligner l'initiative. Oui, C'est très joli. Vous confirmez que la première année, c'est une année... Ah oui. oui, on confirme. Et pour les papas aussi. Oui. Ah oui, la première année... nous, ça fait 3 ans que c'est la première année. Vous avez enchaîné, hein, là, il y en a Ah oui, bah Ils voilà. ont quel âge les vôtres? La grande a 8 ans, et après, ça fait 3 ans, bientôt 2 ans et bientôt 1 an. D'accord. Donc ça fait 3 premières années. Oui, voilà, ça fait 3 premières années. Cette pub, elle est magnifique. Moi, je pense que c'est pour les couches. Moi, j'aurais dit vous avez couche raison. aussi. Ouais. Donc Voilà. ça casse un peu le... L'objet qui fait le plus partie de votre vie, en fait, pendant... Oui, voilà, pendant quelques Les années. meilleures amies, les couches. C'est vrai que c'est une belle initiative Ah ouais, pour dire qu'un an du bébé, c'est aussi 1 an de cette vie éprouvante et on célèbre les mamans dans cette épreuve qu'a été quand même cette première année du bébé. Quoi. Donc on fête la fête des mères au Japon? Oui. Alors ça existe depuis 1914. Et en fait ça, le deuxième Vous mois saviez que de- j'allais vous poser la question? Parce que là, c'est la une date, là, japonophile alors. C'est ça. le deuxième dimanche de mai. Et en fait, c'est une fête importante. Et alors, on offre... Haha no hi. Haha no hi, exactement. Bonne fête, Laurence. C'est ça. Il a l'accent de Toulouse ou il a l'accent de Tokyo? Non, c'est pas mal, c'est Ah, bien. non. Non, franchement, c'est bien. Haha, ça veut dire maman. Et hi, c'est le jour. Donc, le jour de maman. Donc ça fait hahahi.
Aha no hi. Aha no hi. Haha, maman, et hi, c'est le jour. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'ils offrent, vous savez quoi comme fleurs? Justement, c'était le quiz que j'allais vous poser. Alors, moi, alors, posez la question, les laisse faire la œillets. première question. Allez-y. On verra après si elle est forte sur d'autres pays que le Japon. Allez-y. Alors, c'était quoi? Alors, ce sont Comme des fleurs. œillets. Les œillets rouges. On offre des œillets. Ouais. Rouge ou Ils sont rose. plutôt symboliques. Rouge, rose, blanc aussi. Blanc, ouais. C'était le symbole de la pureté, de Oui, c'est l'amour vrai. et de la douceur. Absolument. Et donc, les enfants, les conjoints offrent des œillets. Comme quoi, c'est une sorte Il de est fort, conditionnement. hein. Hein. Ben, j'ai Là, il appris est ça, fort. j'ai travaillé un peu. Non, mais c'est normal, parce que dans nos cultures à nous, c'est associé à la mort et C'est à la ça. Toussaint. Et bah, ouais. Et dans d'autres endroits. Donc Vous finalement, savez, c'est comme au Japon, la mort, c'est une fête. Hein. Et le mariage, c'est pas vraiment une fête, c'est plutôt un deuil. Hein. sérieux. Non, sérieux. Non, j'ai fait les deux, donc je peux vous le dire. C'est-à-dire que vous allez dans un mariage, tout le monde fait la gueule. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est quoi l'explication? Alors, parce que... C'est la fin de... famille. On perd sa liberté. Voilà, on va dire ça comme ça. quitte sa famille. C'est la liberté, oui. Ah ouais. Vous avez d'autres questions sur Oui. comment on fête la fête des mères dans le monde? Alors justement, en Chine, qu'est-ce qu'on fait en Chine pour la fête des mères? En Chine, pour la fête des mères. Non, je On va pique-niquer. Alors, non. On offre aussi des fleurs. Mais ce qu'on fait dans certaines provinces, les enfants doivent s'occuper de laver les pieds de leur maman. Les enfants petits. Alors, les mamans se mettent sur des petits dépliants comme ça et elles leur lavent les pieds. Alors, pas partout. C'est comme on dirait, bon, ça se fait qu'en Alsace ou comme on dirait que voilà. Mais L'Alsace de la Chine. Quoi. voilà, parce qu'elle est bien d'Alsace, en fait, je dis ça. C'est ça. Et voilà. Et puis, il y a aussi un truc très particulier, c'est qu'en Chine, au-delà de 35 ans, quand on est un enfant, on ne le fête plus. On n'a plus le droit. C'est réservé de 0 pour les enfants de 0 à 35 ans. C'est ça. Bonne fête, maman, on peut pas dire à tout. C'est encore 10 ans pour me laver les pieds, ma fille. Non, mais ça donne des idées pour ceux qui disent qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau pour la fête des mères? Les fleurs, c'était déjà l'année dernière. Lavez-lui les pieds. Oui. Ça coûte pas cher. Allez, plus près de nous, en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on fait en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, Ils ils doivent faire un truc bizarre, les Anglais. Alors, ils ont sexué le truc. C'est-à-dire que les garçons, c'est des fleurs. Les garçons doivent offrir des fleurs. Et les filles, elles doivent faire un gâteau spécial. Les jeunes filles, le simnel cake. Simnel cake, c'est un gâteau à base d'amandes, de fruits secs et de saupoudré de sucre à la fleur de violette. C'est particulier. Ouf, ça fait pas très envie en fait. Non, Donc on fait un gâteau, mais pas n'importe quel gâteau. Ah oui, non, c'est pas n'importe, c'est le Parce que simnel cake. spontanément, vous aurez fait quel gâteau? Vous savez faire quel gâteau? Gâteau au chocolat, Muffin. une tarte aux pommes ou bien française, quoi. Comme je sais pas faire de gâteau, je vais voir si vous saviez. Donc vous savez. Ok. Je vous donnerai la recette sur le site de l'émission. Et non, pas du tout. Et en Espagne, pour le El Dia de la Madre. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Lopez. Pas du tout. On interdit aux femmes et aux femmes, aux mères et aux grands-mères de cuisiner. On les vire de la cuisine. ça c'est génial. Ça, c'est génial. C'est une super bonne idée. C'est un beau cadeau. Et on les invite au resto. C'est une très très bonne idée. Par contre, le lendemain, C'est qu'une fois par an. Est-ce qu'on peut mixer Il y a plusieurs 15 jours. traditions? Oui, voilà, 15 C'est jours pas mal. d'écart, Voilà, oui. c'est ça. Les pieds. les pieds, le gâteau, le resto. Top pour aussi. Voilà, et pour finir au Mexique. Au Mexique. Au Mexique, qu'est-ce qu'on fait pour la fête des mères? Bon, le Mexique est pas loin du Guatemala. Donc je vous laisse donner la réponse. Les enfants, les jeunes enfants, jeunes adultes, on fait beaucoup de musique. Alors, c'est pour ça que ça me touche. On fait beaucoup de musique au Mexique. Là, les enfants se réunissent, ils prennent tous leur instrument et ils vont faire un peu comme à Halloween, ils vont toquer aux portes et ils font la serenata, espèce de sérénade, un peu de concert mariachi là. Et ça dure. Et alors là, les mères les invitent, ça mange, ça discute, voilà. Et ça dure toute la nuit et ça fait de la musique. Mais alors, toute la les nuit, en fait. enfants font la sérénade, mais pas pour leur mère, en fait, pour les mères de tout le quartier. Pour les mères des uns et des autres. C'est plus rigolo en bande en plus. Voilà. Ça permet de faire et ça fait vraiment la fête. C'est une fête de la musique, quoi, on peut dire. C'est chouette. Génial. Bon, je pense qu'on va mixer Il n'y a que toi qui plusieurs, pourrais fêter. Là, ici, il n'y a que toi qui pourrais fêter ces jeux de la Bah guitare. non, parce que nous, on peut taper Pourquoi sur Nous, des on peut. casseroles. Hein. Sur des bambous. On peut faire, et puis On on a dit peut de la chanter. musique, Brigitte. Elle tape beaucoup sur des bambous. on peut chanter. Alors, Céline est notre jardinière. Céline sait jouer de la musique aussi. Pourquoi je dis que toi, d'ailleurs? Je me rappelle jamais ton instrument. Contrebasse. C'est un peu compliqué pour aller de maison en maison en fait. Et, donc Céline est parfaite, Céline a plein d'enfants, elle en a 4 aussi. Céline joue de la contrebasse, Céline est jardinière. Et donc elle s'occupe des plantes ici, il y a du boulot. Et donc tu voulais nous parler, parce qu'on offre souvent des fleurs pour la fête des mères, mais tu voulais nous parler d'une initiative aux États-Unis assez incroyable sur les fleurs. Oui, moi je vais vous parler d'une paysagiste. Donc,
une confrère qui s'appelle Shawn Chamberlain, qui aux États-Unis a eu une idée un peu incroyable. Ça lui est venu tout simplement en étant dans un hôpital où elle prenait soin des jardins de l'hôpital. Et en général, elle croisait plutôt des personnes âgées. Et là, elle croise une jeune femme qui avait son âge. Et elle la voit, elle est un peu étonnée, elle se dit que cette personne était en convalescence. Et son premier réflexe a été de cueillir quelques fleurs et de lui offrir. Et là, elle a vu un magnifique sourire sur le visage de cette jeune femme. Elle s'est dit, voilà, faire plaisir, c'est finalement assez simple. Et faire plaisir encore plus à des gens qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ne voient personne, qui ont peut-être leur famille très loin et qui ont besoin d'un petit peu de réconfort. Donc elle réfléchit, parce que les fleurs, c'est cher, on le sait. En plus, les fleurs, c'est un certain problème, on le voit, c'est qu'une fois qu'elles sont coupées, il faut... Ça dure pas longtemps, voilà. Quoi. Il faut se dépêcher, quoi. Et c'est pire que le foie gras. Elle part de cette idée-là... ça tient un peu plus que le foie gras, quand même. Hein, mais bon, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison? C'est quoi, c'est un nouveau jeu, on dit tout ce qui nous passe par la tête. Voilà. C'est ça. Et donc, cette maman de famille nombreuse se dit qu'il faut qu'elle trouve des fleurs. Et elle a une idée assez incroyable, elle décide de recycler les fleurs dont plus personne ne se sert. Donc c'est quoi? C'est les fleuristes, par exemple, mais c'est aussi quand on organise un mariage. Il y a plein de fleurs. Il y a du gâchis, là. Qu'est-ce qu'on en fait le lendemain? Un baptême, un restaurant. Il y a du gâchis, mais c'est encore foie gras, tout ça. Le baptême, le restaurant d'entreprise. C'est sa comparaison du jour. C'est comme le foie gras. Non, mais il ne faut pas le laisser. Et elle décide de réutiliser toutes ces fleurs qu'on a achetées. Je vous propose de regarder quelques images, justement. Des images américaines, j'insiste. Sans foie gras. Je m'occupais du jardinage dans un hospice. Un soir, en allant travailler, j'ai aperçu dans l'une des chambres une jeune maman. J'ai eu envie de faire quelque chose pour elle. Et tout ce que j'avais, c'était des fleurs. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai créé rapidement un bouquet et je l'ai confié à une infirmière. Je lui ai dit, dites-lui que je pense à elle. Et je me suis sentie vraiment bien. J'ai lancé un service qui s'appelle Full Bloom. Nous apportons aux maisons de retraite ainsi qu'aux hôpitaux des fleurs pour les patients. Full Bloom s'occupe de nos patients depuis 2 ans maintenant. Shawn a fait un travail merveilleux. Ça aide vraiment quand nos équipes amènent des fleurs aux patients. Ça permet de stimuler des conversations. Oh, j'ai aussi eu des œillets à mon mariage. Shawn est merveilleuse. Si une mariée veut donner ses fleurs, il suffit que son fleuriste nous contacte et nous récupérons les bouquets après le mariage. J'essaye simplement de connecter les gens et leur apporter des solutions auxquelles ils ne penseraient même pas. C'est vraiment simple et gratifiant. C'est facile en fait d'être gentil. C'est la Céline américaine. Voilà, j'aimerais bien. Elle a les mêmes cheveux en plus. J'aimerais. Et donc concrètement, ça s'organise comment en fait? Concrètement, quand on est une mariée, par exemple, on va sur le site internet et on dit je me marie tel jour, demain, je veux bien donner toutes les fleurs du mariage. Pareil pour n'importe quelle cérémonie. Il y a des bénévoles qui se rendent sur place, qui récupèrent les fleurs, ou alors on peut aussi les apporter si on veut faire gagner du temps à l'association. Ces bénévoles ouvrent les bouquets, souvent ce sont des très beaux bouquets, donc il y a encore plein de fleurs à récupérer, et ils reforment plein de petits bouquets qui vont distribuer dans les centres de soins palliatifs, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les maisons de convalescence. Pardon, mais dans les hôpitaux, on n'a pas le droit de mettre de fleurs normalement. Alors on ne peut pas les mettre dans tous les services, mais par exemple à l'accueil, avoir un beau bouquet, et ça recrée un petit lien avec la maison, avec ce qu'on aime, avec ce qui fait qu'on se sent bien. Donc c'est des bénévoles, et puis il y a même des entreprises aussi qui organisent leur journée, parce qu'aux États-Unis, il y a la journée du vendredi, où les entreprises, une fois par mois, peuvent, par exemple, aller faire don de leur temps à une entreprise, faire du bénévolat. Donc, par exemple, les entreprises vont et font des bouquets. Donc, en plus, ça fait une activité. On connaissait la récup pour la nourriture. Des fois, voilà, il y a des banquets, il reste de la nourriture, on peut en donner aux plus nécessiteux, mais avec les fleurs, c'est rigolo. C'est ça. Et d'ailleurs, son slogan, c'est « Recyclons l'amour ». C'est beau. Donc, est-ce que vous validez l'initiative de cette jeune américaine? C'est super sympa. C'est-à-dire que tout le monde est gagnant, en fait. Voilà. On n'a pas la sensation de gaspillage après le mariage, et on sait que ça resserre et que ça rend heureux. Exactement. Et puis, c'est beaucoup de bouquets, parce que c'est sur des
période où il n'y a pas beaucoup de mariages, on va dire que c'est quelques dizaines de bouquets par semaine, mais ça peut aller jusqu'à 400 ou 500 bouquets quand au printemps ou en été, quand tout le monde se marie ou que tout le monde fait des fêtes. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez soi à la maison, parce qu'on reçoit tous des beaux bouquets de temps en temps, et puis on les laisse, on part, si on n'est pas à la maison, on peut les donner à son voisin, à sa voisine. Ça fait plaisir des fleurs, c'est vrai que c'est fleurs, hein. Vous confirmez? Ah oui. Il y a un message pour votre mari là? Oh non, mais non. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai eu un gros bouquet. Et donc vous confirmez, ça fait plaisir? Parce que quand on offre, on se dit, je manque un peu d'originalité, mais non, finalement. Non, les fleurs, c'est un truc. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, toujours plaisir. Voilà, le bouquet de fleurs, c'est. Vous confirmez que c'est un pouvoir magique? Oui. Ah bon? Moi, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger où les fleurs n'étaient pas chères. En Égypte, je vivais et j'étais père au foyer. Ma femme travaillait et quand elle rentrait le soir, il fait son petit dé. Il m'énerve, regardez. Il fait son petit dé. Dès qu'il dit père au foyer, tout le monde est là. J'ai une réputation de gendre idéal à tenir, donc il faut pas c'est-à-dire déconner. on est tout amoureux. Mais non, c'est pas ça. Mais au moins 2 fois par semaine, pour l'équivalent de 5-6 €, je fleurissais toute la maison avec du jasmin, avec des roses, avec du lys. Et c'était magnifique. Ah ouais. Vous êtes radine aussi? Non, j'ai je suis pas radin. C'est pas vrai, c'est toi. C'est toi. C'est Brigitte qui a fait une vanne tout à l'heure. l'Écossais. Il s'est rebondi. Alors pour 5-6 €, je fleurissais. Mais non, mais t'imagines. Parce que ça aurait été 10-15 €, tu l'aurais pas fait. Mais parce que c'est cher à Paris, les fleurs, quand même, ça revient relativement cher. Tu peux pas mettre du jasmin partout, effectivement. Voilà, là, je te dis, pour 5-6 €, t'avais une gerbe de jasmin, des lys, il y avait vraiment des très très belles fleurs pour pas cher. Et je peux vous dire. Et puis ça embaume, en plus, ça sent bon dans la maison. C'est super, moi, Vous aviez un point commun. Oui, parce que j'ai vécu en Égypte aussi. Désolée, au Caire. Moi aussi. À Zamalek. Mais moi aussi. Et je suis ton père. Mais en quelle année? Je suis partie en... Attendez, je ne dis pas bêtises, en 79. Ah oui, non. J'étais pas née. Si. J'étais pas née. Mais j'étais petit. Je suis parti en 2009. J'ai passé mon bac là-bas. On va vous laisser continuer la conversation, on va juste terminer. Donc toi, tu confirmes que tu consacres ta vie à ça, elles ont un pouvoir magique. Oui, c'est un pouvoir magique. Voilà, tout le monde est content d'en recevoir, tout le monde est content d'en offrir aussi. J'ai un message à faire passer, surtout là où on va offrir des fleurs pour la dans fête quelques des jours, mamans. c'est dimanche, c'est la fête des mères. Exactement. Donc allez-y, mais pensez à acheter local, acheter à des petits producteurs, acheter des fleurs de saison, éviter qu'elles fassent des milliers de kilomètres et qu'elles traversent le monde. Alors c'est quoi les fleurs de saison, on sait jamais? Déjà, j'ai mis du temps pour les tomates, mais alors maintenant... C'est quoi les fleurs de saison? Les On a des magnifiques pivoines. Ce qui sent bon, là, tu sais, les qui sont toutes jolies, là, comme des petits papillons. Ça va nous aider, hein. Les trucs qui sentent bons. Il y a des iris, il y a des pivoines, il y a des... J'en ai acheté samedi. Donc en ce moment, tu aimes bien les je retiens, donc pivoine. Les pois de senteur. Ah, des pois de senteur, oui, il y en a. Ça commence, les pois de senteur, en effet. Oui, c'est un petit peu plus fragile, mais ça sent très bon et les mamans sont contentes. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça tient bien. Mais vraiment, les pivoines, ça fait toujours plaisir aux mamans. Elles adorent ça, c'est beau, ça sent bon. Ça dure qu'une toute petite période dans l'année. C'est cultivé en France, donc vraiment, allez-y. Et comme pour la nourriture, on essaye de favoriser le circuit court et les producteurs locaux. Super, merci beaucoup. Merci les camarades. Merci. Donc, je vais vous remercier de nous avoir raconté votre histoire. Comment vous vous sentez? Bien. C'était cool? Cool. C'est des gentilles choses. Des gentilles choses. Vous avez bien fait de venir. Vous ne lui en voulez pas d'avoir menti ce matin? Je me sens malade. Non, J'aimerais bien non, m'être non, là pour assister à la scène. Je suis trop contente de la voir. Ça valait le coup. Bon, ça va le coup de faire une surprise. Merci beaucoup, en tout cas. Embrassez vos 4 enfants. Merci. Pour nous et votre mari, votre amoureux. Oui. C'est un amour, vous avez dit. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à vous, à tout le monde, à toute l'équipe. On vous remercie. J'ai vu que ça vous arrangeait finalement que Liliane vienne sur le canapé, comme ça vous vous rapprochez encore plus. et merci de nous avoir raconté votre magnifique histoire. Je crois que c'est Nicole Kidman qui va jouer votre rôle dans le film qui va être adapté. Très très belle histoire. Merci en tout cas. Merci à toutes les deux. Et merci à vous. Et puis donc vous l'avez compris, fin de semaine, c'est la fête des mères. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt sur France 2. Lundi, dans 1001 vies, nos 3 invités partagent un point commun. Elles sont devenues mères alors qu'elles n'étaient encore que des adolescentes. Moi, j'avais vraiment très peur. À 16 ans, on s'imagine pas tomber enceinte, vraiment. C'est un truc d'adulte. À 16 ans, Sophia arrête tout moyen de contraception. Quelques semaines plus tard, sa vie va prendre une nouvelle tournure. Je vais faire une prise de sang et elle me dit écoutez mademoiselle, vous êtes enceinte. J'étais super contente. Et du coup, je lui ai annoncé la catastrophe. Margot et Kevin tombent amoureux à 16 ans.
En pleine classe de première scientifique, la grossesse inattendue de Margot remet tout en question. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant au niveau de mes projets de vie? Je ne m'imaginais pas à ce moment-là vraiment poursuivre cette grossesse. Emeline a découvert au bout de 4 mois qu'elle était enceinte. Le délai légal d'interruption volontaire étant dépassé, c'est toute tremblante qu'elle annonce la nouvelle à son petit ami. Je lui ai dit, faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose à te dire. Elle a dit, ça y est, t'as fait l'échographie, t'es enceinte. J'ai dit, oui, mais il n'y en a pas un, il y en a 2. Et il m'a dit, mais on fait comment?